Cube Radio. Salut, ici Gabrielle Caron. Vous écoutez un nouvel épisode de J'ai fait un humain. Aujourd'hui, avec mon invité, on va parler de deuil périnatal et de décès du poupon. Je voulais tout simplement vous en avertir avant de poursuivre avec l'épisode. Aujourd'hui, je m'entretiens avec mon amie Catherine qui a perdu son bébé lors de l'accouchement. C'est un sujet que je voulais aborder depuis longtemps parce que même si ça arrive pas fréquemment, le décès d'un poupon, reste que ça arrive encore. Je voulais lui donner la parole pour que les parents qui sont passés par là ou qui vont peut-être passer par là dans le futur sachent qu'ils sont pas tout seuls et surtout qu'ils sachent qu'on peut passer au travers de cette épreuve-là. On va y aller tout doucement. Pour commencer, Catherine, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup de l'invitation. Je suis vraiment heureuse d'être là aujourd'hui pour te parler. Écoute, en commençant, il faut préciser que si les gens de Google et tout, là, t'es pas une personnalité connue, t'es pas dans l'œil du public, t'es une de mes amies. Oui. Facile de même. Et t'es aussi la maman de 2 beaux grands enfants qui sont, ma foi, impressionnants de vivacité. Et très pré-ado, je te dirais. Et très pré-ado aussi. Pourtant, aujourd'hui, on est ici pour parler de ton premier accouchement. Oui. On va parler de mon premier accouchement. Et là, je te reprends, tu as dit 2 enfants. Je dis toujours j'en ai 3. OK. Parce que je vais vous parler de Marie, l'accouchement de ma première fille qui est décédée à la naissance. OK. Écoute, on va y aller avec le commencement. Donc, comment s'était passée ta grossesse? Ah, une belle grossesse, là, comme j'aime le dire. Là, c'était ma grossesse naïve. Ça allait bien. On était heureux. On avait peinturé la chambre. On a choisi des couleurs. J'ai tricoté ma première couverture. Tout allait là merveilleusement bien. J'avais un peu mal au nerf sciatique. Là. On s'entend que je crois que mes enfants se sont tous donné le mot. Le nerf sciatique était l'endroit pour se tenir. Donc, ça a bien été. Là. Tu sais, j'ai eu un peu besoin d'une canne, mais sinon... Donc, une super belle grossesse, oui. Un petit problème au nerf sciatique, mais moi aussi, je t'avoue que j'ai eu ça, j'étais allée dépenser une fortune en ostéo, là, oui. Mais c'est une petite parenthèse, juste comme ça. Donc, la grossesse a bien été, le suivi se passe bien, ton bébé est en santé. Oui, tout va bien. Je vais avoir une fille, on le sait, à l'écho de 20 semaines. Nous, on est juste... qu'on le sache là ou qu'on le sache à la fin, pour nous, c'était une surprise de toute façon. Donc, on était contents de savoir qu'on allait avoir une fille. On avait une panoplie de prénoms qu'on se relançait plus souvent qu'autrement, mais on n'était pas sûr encore 100%, mais c'est ça. Donc, c'était une belle grossesse. OK. Et là, l'accouchement, comment ça a commencé? Ça a été quoi les premiers signes? T'étais-tu à ta date prévue? C'est la question que j'aime poser. Ma date prévue était le 14 mars et j'ai accouché de Marie le 10 mars. OK, dans les dates. J'étais dans les dates. Tout était parfait. Moi, j'ai vu mon médecin le mardi. Le 10 mars, c'était un samedi. Donc, je sais pas, je suis très forte dans les dates, mais là, c'est très marqué. Donc, le mardi, j'ai vu mon doc qui m'a fait un stripping. Donc, c'était pas agréable, mais... Le stripping, on le rappelle, hein, c'est de rentrer les doigts dans le vagin au plus profond. Puis essayer de décoller un peu la membrane. Puis ça donne un peu d'activité au niveau du col, puis ça peut faire travailler un peu. Mais ça n'a rien changé vraiment. J'ai eu des petites contractions le jeudi soir. J'étais dans mon cours d'aquaforme avec mes amis. Puis là, j'étais là, l'étudiant, en fait, le professeur qui nous donnait le cours, c'est un étudiant en médecine. Fait que je dis, c'est parfait, si j'accouche dans la piscine, t'es là. Le rêve de tout le monde, accoucher dans une piscine municipale. C'était merveilleux. Je suis partie comme ça, puis c'était j'ai des petites contractions, puis c'est drôle, puis c'est tout. C'était vraiment pas rien de plus. Là. Ça s'est calmé dans la soirée, puis c'était très tranquille. Je me souviens que dans la journée, j'avais vu ma mère, puis elle m'avait dit je peux-tu la sentir? Puis je fais mais je vais être assez tranquille. Là. Elle dit non, réveille-la pas pour rien. Fait que ça restait comme ça, puis après ça, dans la soirée, j'ai des petites contractions.
on se couche, la nuit commence et j'ai une énorme contraction à 1h47 du matin. Énorme, là, je m'assois dans le lit puis je suis comme, OK, ça commence, c'est maintenant. Mais on a toujours peur de se faire virer de bord. Donc, j'ai décidé d'attendre. Puis là, ben, après ça, c'était pas régulier. Je sentais un peu de contraction. J'ai même pas réveillé mon chum. J'étais allée m'asseoir dans le bureau, puis je me suis flatté la bedaine tranquillement. Puis là, à un moment donné, je fais, bon, ben, je peux me recoucher, assez calmer, j'ai moins de contraction. Puis là, il me dit, je t'ai entendu, t'es-tu correct? Je fais, j'ai une grosse contraction, mais là, c'est passé. C'est beau. Fait que lui, il est parti travailler comme si de rien n'était. Moi, le matin, je me souviens d'avoir texté, ben en fait, pas texté, écrit sur MSN, parce que Facebook n'existait pas dans le temps. Ouh, à l'époque, on est rétro. Très rétro. Et puis avoir dit, elle est tranquille, elle doit être aussi fatiguée que moi parce que j'ai pas dormi de la nuit. Puis là, à ce moment-là, j'ai un peu de contraction, mais à peine aux 10 minutes, tu sais, juste pour dire... Puis c'est des grosses, c'est des petites? Non, c'est des comment petites. Ça se passe? C'est vraiment pour me dire que je suis inconfortable, mais pas plus que ça. Mm-hmm. Donc là, j'ai passé la journée comme ça, puis... le soir, ça recommençait un peu là, vers 5-6 heures. Puis là, j'ai appelé la maternité, puis elle a dit « Ah, ben, tu viens faire un tour. » Fait que j'étais là, elle me parle comme si elle allait me revirer de bord après. Fait qu'on est allé, on est parti, on aurait tout ramassé. Je me souviens avoir appelé ma mère dans l'auto. Puis à ce moment-là, on pensait peut-être même l'appeler Alice. Tu sais, c'était dans nos trucs. Puis là, on était comme prêts, on était tout énervés. Quand je suis arrivée à la maternité, toutes les places étaient prises parce qu'il y avait plein de filles qui arrivaient pour accoucher, mais il restait un lit dans le coin, dans le fond, collé sur le mur. T'étais à l'hôpital? J'étais à l'hôpital, oui. Puis là, quand je m'installe, l'infirmier, tu sais, il fait « Ah, ma machine, elle va pas bien », et il part, comme s'il allait chercher une autre machine. Et là, à ce moment-là, là, oui. T'es à l'hôpital, t'es en petite jaquette? Pas encore, je suis encore habillée. OK, puis t'es avec ton chum. Oui. Et vous, à ce moment-là, c'est vraiment, j'ai des contractions, mon travail est lent, on va avoir notre bébé bientôt, on n'est pas stressé. Tu sais, à ce moment-là, exactement. Tout est encore normal. Oui, puis là, ben, tu sais, j'ai spécifié que j'étais sur le bord du mur parce que, dans le fond, Martin ne pouvait pas être au bout de la... Il était au bout, il ne pouvait pas être à côté de moi parce qu'à côté de moi, à droite, c'était toutes les machines, plus la médecin, l'infirmière. Puis là, lui, il était au bout puis il me touchait un pied. C'était la seule façon qu'on avait un contact. Du beau réconfort. Oui, c'est ça, tu sais. Et donc, l'infirmier est parti et là, il y avait... Qu'est-ce qu'il t'a fait comme test? Je m'excuse. Tu sais, il t'a dit, ma machine ne fonctionne pas, mais c'était quoi? C'est la machine à contraction, puis pour écouter le cœur. Quand il a placé, il a fait, ça fonctionne pas bien, puis il est parti pour aller en chercher une autre. Mais moi, je continuais à chercher avec la machine à trouver le cœur. Puis là, je regardais Martin, puis j'étais comme, non, il y a quelque chose qui marche pas. Il y a quelque chose qui marche pas. Puis là, j'ai entendu un cœur, puis là, j'étais comme, OK, il y a un cœur. OK, on est correct. Et là, la bébé médecin a fait, on entend un cœur. Fait que... La quoi, excuse-moi? La bébé médecin. Je sais jamais si c'est une résidente ou une interne ou une externe. Fait que moi, je les appelle les bébés médecins. OK. OK, c'est bon. J'étais comme, c'est un terme de médecine que je connais pas. Non, c'est moi qui connais pas. Mais... Une médecin de la maternité, on les appelle les bébés médecins. J'étais comme pas au courant. Oui, c'est ça. Donc, il y a le bébé médecin qui... Oui, OK. Et elle a pris la machine à échographie quand on a entendu un cœur, puis elle l'a mis directement sur mon ventre. Et c'est là que j'ai tout compris. J'ai vu les valves du cœur qui bougeaient pas. Tu sais, on le voit à l'écho, on le sait quand ils nous le montrent. « regardez, c'est ces petites valves du cœur, les 4. » Puis là, moi, ça ne bougeait pas. Et là, l'enlever, là, puis elle, c'est... Tout de suite, le réflexe, c'est comme si ça avait été un choc. Je l'ai vu, je l'ai regardé, et là, j'étais pas du tout zen. Là. Du tout. Là, j'ai lancé une coupe de sac, mais j'ai dit « dis-les, là. » Elle dit « je peux pas. » Puis là, l'infirmier est arrivé avec le médecin, puis on dit « on va aller dans une autre salle. » Parce que dans le fond, l'infirmier, il s'en doutait. Lui, il est parti avec son expérience, sans faire comme si de rien n'était. Puis là, de loin, je me souviens de mon chum qui comprend pas ce qui se passe, qui me regarde, puis là, j'étais là, ça marche pas, là. Là, ça marche pas. Puis là, nous, on est arrivés un peu naïfs en sortant tout notre stock. Fait que là, t'as les valises à transporter, t'as tout le stock à transporter. Puis là, on est arrivé, on est allé dans une autre salle d'échographie. Puis le médecin était parfait. Et là, je peux vous dire qu'il était 18h30 parce que je l'ai vu sur une des horloges dans le passage. Puis on est rentré dans la petite pièce, puis il a commencé à faire une échographie juste pour confirmer. Mais c'est là que, tu
sais, il a enlevé après, puis il a dit « Votre bébé est décédé. » Il t'a dit ça de même? Oui. Mais tu sais, il était lui aussi cassé, là. Tu sais, le médecin, il était pas bien non plus. Là, on s'est regardé, et à partir de ce moment-là, moi, j'ai figé. Le père a pleuré, a réagi, et là, moi, je suis comme... Faut qu'on le dise au monde. Je peux pas. Ma mère, elle attend mon appel. Il faut qu'il se passe quelque chose. Puis là, ils nous essaient de nous expliquer la suite. Et dans notre logique, là, on pense que ça va aller vite parce que là, on le sait que ça ne marchera pas. Bien, ils peuvent pas me faire de césarienne parce qu'une césarienne reste une opération puis ça peut être dangereux. Fait que là, il me le dit tout de suite, il va falloir que tu l'accouches. OK. Après ça, il me dit, on va mettre un petit gel pour faire accélérer ton col, pour qu'il ouvre plus vite. À ce moment-là, ça peut prendre, je sais pas, 3-4 heures, puis après ça, tu vas accoucher. Fait que le père, lui, dans sa tête, a dit, bon, ben, à minuit, on va être revenu chez nous. Tu sais, on était dans le pas logique, là. Oui. Tu sais, on comprend pas ce qui se passe, on sait pas ce qui se passe. Et puis là, moi, je suis complètement gelée et j'ai l'impression de ne plus ressentir mon corps. Parce que là, c'est quelque chose que j'ai réussi à ne pas faire, là, voir mon corps comme un tombeau, mais c'est quelque chose que souvent... On s'en fait parler beaucoup dans le deuil périnatal, surtout comme ça, de ne pas le voir comme ça, mais c'est difficile. Mais c'est ce que j'allais dire. C'est comme tellement la dualité de je vais donner la vie, mais il n'y a pas de vie. Mais il est encore là, mais il n'existe pas non plus. J'ai des frissons, Catherine, c'est... Mais j'en ai encore, je te le dis, puis j'en ai encore, tu sais, puis ça fait 15 ans. Donc, c'est ça. Donc, on était à la salle et puis il faut que j'appelle mes parents. Moi, c'est le réflexe que j'ai. J'appelle puis c'est ma mère qui répond. J'ai dit, passe-moi pas. Je n'étais pas capable de lui dire directement. Et je me souviens que mon père a comme, ben non. Puis j'ai raccroché. Genre, c'est ça. Après ça, j'ai appelé les parents, les autres grands-parents. Et puis là, on a pleuré. Et ça a été dur à... J'en reviens pas comment... Je sais pas comment j'ai fait pour leur dire, tu sais. J'étais sur un radar, j'étais complètement gelée, je voyais pas ce qui se passait. Ça a été comme ça pendant toute la soirée, là. Mais parce que là, tu sais, t'as appris le décès de ton bébé, mais t'as aussi appris que tu vas devoir l'accoucher, tu sais, parce que elle est là, ouais. elle est présente. Comment t'as absorbé ça? Bien, comme je te dis, je pense que je ne l'ai pas absorbé. Au début, je ne l'ai pas absorbé parce que j'étais rendu un zombie un peu, là, tu sais, un robot. Je faisais, OK, on va aller dans cette salle-là. Ils m'ont amenée dans la salle la plus loin pour accoucher, pour que je ne sois pas proche des autres mamans qui accouchaient. Je l'ai dit tantôt, dans la maternité, il y avait beaucoup de gens. Oui. C'était plein. Donc, j'ai entendu, moi, des femmes accoucher puis des bébés pleurer toute la soirée. Fait qu'ils nous avaient mis dans le fond, la plus loin. C'était la plus grande chambre. Puis comment était le personnel avec toi? Il était merveilleux. J'ai parlé d'un infirmier tantôt. Il s'appelle Lévi. Puis je suis pas mal sûre que toutes les filles qui ont eu Lévi comme infirmier dans leur vie s'en souviennent. Moi, cet homme-là, je l'ai même croisé plus tard, là, au décaqué avec mon fils. Là, il se souvient de nous autres, là, tu sais. On fait partie, lui aussi, de son histoire. Donc, il était merveilleux parce qu'en plus, mes parents sont déplacés à l'hôpital. Puis, il savait que je ne voulais pas voir personne. Donc, il m'a demandé... Après ça, il me dit, comment tu te sens si je te dis qu'il y a quelqu'un qui est venu te voir? Puis, je vais dire, je ne veux pas voir personne. Il dit, c'est beau. Il dit, c'est ce que j'ai dit à tes parents. Je me suis assise avec eux, puis j'ai jasé. Il a été... Humain, oui, là. avec mes parents aussi, tu sais. Il a pris ce temps-là pour les réconforter. Puis quand ils nous voyaient nous en aller dans la salle d'échographie là, pour se faire confirmer que le bébé était décédé, là, il disait à mon chum, il disait « Fais attention à ta Catherine. » Là. Puis il m'a regardé « Fais attention à ton Martin. » Tu sais, il était vraiment, vraiment, vraiment... Ça a été une perle de l'avoir sur mon chemin quand ça s'est passé. Fait qu'il était avec moi toute la soirée. J'étais dans le noir, là, tu sais. Moi, ils nous ont monté un petit lit pour que le père se couche à côté de moi. C'est ça, j'étais un zombie, j'étais complètement déconnectée. Je vais le répéter souvent parce que c'est ça là, qui se passait à ce moment-là. Ils m'ont donné l'épidurale parce que
sarcastiquement en plus, quand ils m'ont dit, ben, t'es à 4 cm, je fais, ah, mais c'est le fun, j'ai le droit à l'épidurale. Parce que, tu sais, on se fait dire dans nos cours de prénataux, ah, c'est juste à 4 cm qu'ils le donnent. Fait que là, ils m'ont regardé, genre, non, mais c'est sûr qu'on t'a donné, peu importe, là. Parce qu'il n'y avait pas de danger. Fait qu'ils m'ont donné les plus hautes doses. Il fallait pas que je sente rien parce qu'il fallait pas que je me souvienne de la douleur. Ah, ouais. Parce que, tu sais, on dit toujours, ah, quand j'allais sur moi, après ça, j'oublie. Mais finalement, là, moi, j'allais pas oublier, là. Tu sais, j'allais tout ressentir. Fait que je voulais pas que je ressente puis que je garde des souvenirs physiques et douloureux de l'accouchement. Oui, pour pas faire cette association-là ouais. pour les prochains que tu as eu d'ailleurs. Oui. Que tu as eu, on va le oui. souligner. Là. Oui. Mais donc, ils t'ont mis comme un petit gel, le travail a oui. commencé, mais tu n'as rien senti. À peine, mais tu sais, l'épidurale, c'est fonctionnel, mais des fois, ça ne l'est pas. Là. Oui. Donc, tu sais, j'ai toujours, et pour mes 3 accouchements, senti un peu plus à droite. Mais c'est tout. Je dégèle à droite. Moi. Ah bon? Mais donc, tu sais, je me souviens de l'anesthésiste qui est venu, qui m'a installée. Tu sais, je me souviens mon chum était collé à moi, puis je tenais sa main super fort, puis on se regardait dans les yeux, vu que lui, il n'aime pas du tout les aiguilles. Là. On était timés à se regarder, puis j'ai serré fort, mais encore là, je savais pas ce qui se passait. Tu sais, genre, je me laissais faire, j'allais comme ça, puis le médecin est venu me voir, puis il me dit, c'est à ton rythme, c'est quand tu le veux. Tu vas voir, là, il dit, pour l'instant, tu n'as rien à faire, mais on va venir te revoir tantôt, c'est quand tu veux. Je fais OK. Puis à un moment donné, j'ai dit, c'est rendu une infirmière, là, Lévi était partie pour la nuit, puis il y a une infirmière qui est arrivée, Madeleine, je m'en souviendrai toujours, elle avait les très longs cheveux blancs. Et ça m'a toujours marqué. Pour moi, cette femme-là fait partie de ma vie, là, tu sais, de mon histoire. Comme une apparition. On dirait que c'est comme apaisant. Oui, c'est ça. Elle était là avec moi à partir de minuit. Puis à 1h33, je l'ai dit, je suis un peu freak des dates, là. À 1h33, j'ai dit, je pense que j'ai l'impression d'avoir un melon entre les jambes. Elle m'a dit, oh. Elle dit, ça veut dire que tu es prête à pousser. Est-ce que tu veux pousser maintenant? Ça sert à rien que j'attende. Ouais. Fait que j'ai dit, ben oui, OK. Donc là, ils ont fait venir les médecins. Et là, la bébé médecin qui m'avait vue avant, elle a eu un accouchement que j'appelle de pratique, là, parce que ça ne pouvait pas mal se passer pour le bébé. Donc, il l'a assis puis il l'a fait faire. Il me regardait genre, ça te dérange-tu? Puis je fais, rendu là. Vas-y, moi, j'ai un accouchement de pratique. Puis on était dans le noir. J'avais la lumière de l'horloge. Puis, il y avait juste une petite lumière là, qu'elle avait pour éclairer l'accouchement. Mais c'est tout ce qu'il y avait. Là. Et c'est quand j'ai commencé à pousser que j'ai commencé à pleurer. C'est là que je me suis rendu compte de ce que je faisais. C'est là que j'ai compris que ce que j'étais en train de faire, c'était là, j'allais me décrocher de ma fille, puis c'est le seul lien que j'avais avec elle, puis que là, je l'aurais pu, là. Puis que tout ce que j'avais prévu avec elle vient d'éclater en 1000 morceaux. C'est là que j'ai pleuré. Ça a été... Ça a été rapide quand même, là, mais ça a été dur. Ça a été vraiment très dur de pousser puis de le faire. Puis elle est sortie de mon ventre à 1h47. Donc 24 heures après ma première énorme contraction. À ce moment-là, quand Madeleine l'a pris dans ses bras, j'ai détourné la tête. J'étais pas capable. J'étais pas capable de le regarder. Le médecin est venu me voir puis il m'a dit « Faut que tu la regardes. Elle est belle, ta fille. Faut que tu la regardes. Si tu t'en sens capable, prends-la. T'as besoin de ça. » Ça m'a pris 5-10 minutes avant de demander, peut-être. J'ai l'impression que c'est 5-10 minutes. Peut-être que c'était 30 secondes. J'ai demandé de la voir. Elle nous l'a approchée, tout en mitouflée. Elle était tellement... C'était tellement paisible. Elle était tellement belle. Elle ressemblait
à ma belle-sœur. C'est l'idée, c'est ce que j'ai eu aussitôt que je l'ai vue. Je fais, oh mon Dieu, elle ressemble vraiment. Puis là, après ça, elle était... Mais c'est sûr qu'elle n'a pas le choix d'être calme, là. Tu sais, elle était décédée, là. Les petites lèvres un peu déjà bleuies, là, mauves. Puis là, Madeleine, elle l'a approchée. Puis elle a voulu me mettre dans les bras. Puis ça a été plus fort que moi, j'ai pas été capable. Son père non plus. Aujourd'hui, je te dirais que je regrette. Je regrette amèrement de ne pas l'avoir pris dans mes bras. Mais je respecte énormément que Catherine n'était pas capable à ce moment-là. C'est la seule chose qui me rattache, c'est de me pardonner d'avoir pas été capable. Et là, bon, je sais pas ce qui s'est passé là après. Tu sais, je me souviens pas d'avoir expulsé un placenta, je me souviens pas d'avoir été recousue, je me souviens pas de rien. Pour la partir de ce moment-là, j'ai complètement... là, je pleurais, là, c'était impossible. Là. Je pouvais pas croire que c'est ça qui arrivait, que j'allais repartir le ventre vide, les bras vides, de pas avoir notre fille. J'avais l'impression là, que là, je passais vraiment à côté de quelque chose. Là. Que ma vie, elle serait pas pareille à partir de ce moment-là. Maintenant, je me rends compte que c'est vrai, là, que ma vie a changé. Que tu aies un enfant ou pas, ça change pareil. Là. Mais oui. Puis on est encore dans le noir. Ça a vraiment été un drôle d'accouchement là, pour ça. Marie est dans les bras de Madeleine. Tu l'as vu, ton conjoint l'a vu. Mais comment ça se passe après? Ils partent avec? Ils la laissent avec vous? Là, dans le fond, elle l'a habillée. Elle y a mis un petit kit blanc qui ont, eux, de leur côté. À ce moment-là, on n'a pas pensé à ça, mais on avait un appareil photo numérique dans le temps, là, que c'était quasiment des disquettes. C'était pas des disquettes, là, mais en tout cas, c'était un gros appareil photo numérique. On aurait pu prendre des photos, mais sur le coup, on n'était pas capable. L'infirmière a pris 2 photos Polaroid. Donc, on a 2 photos Polaroid de Marie, mais on s'entend que c'est une infirmière puis que c'est un Polaroid. Donc, c'est pas top. Mais elle a une photo bien emmitouflée, puis une autre un peu comme pour la voir un peu en grandeur, puis elle a un petit chapeau. Donc, encore là, je ne sais pas si elle avait des cheveux. Je m'en souviens pas. C'est des petits détails, là. Mm-hmm. Mais, voilà. Là, dans le fond, elle me l'a dit. Elle dit, moi, je pars avec, mais si tu veux la voir, n'importe quand, tu peux me le demander et on te la ramène. Tant que tu es ici, c'est correct. Mais là, moi, je viens d'accoucher, donc je suis la patiente de l'hôpital. Et là, ils sont venus me faire des prélèvements sanguins, là. Je pense qu'il y avait un don à travers tellement qu'ils en ont pris, là, de sang. Pour faire tous les tests possibles pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'était passé. Ben oui. À ce moment-là, on ne sait toujours pas vraiment ce qui s'est passé. On est un peu dans le flou, on ne comprend pas. Là, il essaie elle était petite, elle faisait pas ses livres, puis j'étais à terme. Fait que là, on se disait, ben peut-être qu'elle ne s'alimentait pas bien. Après ça, on avait l'impression, le médecin a vu à l'échographie qui a fait vite, j'ai l'impression que le placenta était un peu décollé. Donc, est-ce que c'est ça qui m'a réveillée dans la nuit, le décollement? On n'est pas sûr à 100%. Donc là, les médecins sont venus on a eu un changement de garde, puis là, le médecin qui est arrivé le matin était beaucoup trop de bonne humeur. Ça clashait. Ça clashait, ouais. C'était très difficile, mais il a dit, vous n'avez pas demandé d'autopsie, mais il dit, je vous le conseille de demander une autopsie parce que il n'y a rien, puis il faut qu'on comprenne qu'est-ce qui s'est passé. Vous êtes jeune, j'avais 25 ans, là, tu sais. Il y a rien qui explique tout ce qui s'est passé. Oui, jeune, en forme, belle grossesse, bébé en santé tout le long. Il y a vraiment un mystère, j'ai l'impression. Oui, c'est ça exactement. Donc, il me dit, faut faire quelque chose, mais en même temps, on va te passer des tests sanguins, mais il faut aussi comprendre ce qui s'est passé. Fait qu'on s'est regardé, puis on a fini par dire, OK. On est passé par toutes les étapes en refusant tout. Parce qu'après ça, c'était, est-ce que vous voulez vous occuper du corps ou c'est nous qui s'en occupons? Parce que, les bébés décédés, quand t'as pas
de lot familial ou de cimetière ou quelque chose que ce soit, si tu veux les faire enterrer, il y a une fosse commune. Je ne sais pas comment le dire, mais c'est quand même un endroit commun pour que les bébés puissent être enterrés. Il y a ça à Québec au cimetière Saint-Charles. Je sais qu'il l'a sûrement aussi à Montréal, mais moi, je suis à Québec, donc je le sais qu'il y a ça. J'étais chanceuse, on va dire, avec des gros guillemets, parce que, dans le fond, le père du père, lui, avait déjà un terrain au cimetière. Donc là, il a dit, là, non, ça s'en va pas n'importe où, ce bébé-là. Là. On s'en occupe. Fait que mon père, le père de Martin et Martin sont partis comme s'occuper de tous les papiers administratifs pour avoir l'autopsie, pour avoir peut-être pas l'autopsie, mais les papiers pour qu'est-ce qu'on fait avec le corps après, etc., etc. Mais t'as tellement pas la tête à ça. Ben non, c'est pour ça qu'on disait non à tout. On refusait tout. Puis là, c'est là que les pères ont fait non. Les grands-pères ont fait non. C'est notre première petite fille, là. Des deux côtés, elle était attendue, cet enfant-là. Là. Ils ont dit, c'est pas vrai que ça va... s'effacer comme ça. C'est ça. Là, vous n'êtes pas en mesure de penser. Moi, je voulais me réveiller dans 5 ans. Ah, je comprends. Je voulais me réveiller dans 5 ans. Je voulais pas vivre la douleur. Parce que là, c'est ça, là. Là, mes parents, dans le fond, sont partis, sont allés dans mon auto, ils ont ramassé le banc, ils ont ramassé tout ce qui pouvait me donner l'impression. Après ça, ils sont allés chez moi, ils ont tout ramassé ce qui traînait dans l'appart pour le mettre dans sa chambre, fermer la porte. Parce que là sur le coup, moi, je voulais rien voir, là, je voulais pas voir encore plus que j'arrivais dans les bras vides. Là. Ouais. Puis je voulais partir. Je voulais partir de l'hôpital. Là. Puis là, il voulait pas me laisser partir parce qu'à chaque fois qu'il me vérifiait ma pression, bien, je venais de pleurer parce que je venais de parler à une amie, je venais de pleurer parce que je venais de pleurer. Fait que ma pression était dans le tapis, puis la fille voulait pas me laisser partir. Là, j'étais là, laisse-moi partir. J'ai vu une travailleuse sociale qui est là de la fin de semaine. Ça a été compliqué à la faire venir. Puis moi, dans ce temps-là, je voyais déjà un psychologue. Fait que j'ai dit, s'il vous plaît, contactez-le. Puis t'as dit, mais pourquoi? Ben parce que je vais avoir besoin de lui. Puis j'ai pas envie de l'appeler pour te dire, hey, by the way. Voici pourquoi. C'est ça. Ouais. Ben j'aimerais ça que là, tu switches notre thérapie à le deuil. Tu sais. Mais elle a fini quand même par l'appeler. Puis lui m'a appelé dans la semaine après. Puis il était super, là, vraiment. Là, ça a été la meilleure affaire d'avoir déjà quelqu'un qui me connaît. Présent, mais oui. Oui, c'est ça, vraiment. Puis il a même accueilli mon chum avec moi pendant la première rencontre pour qu'on parle du deuil puis de tout ça. Puis après, dans les jours qui ont suivi, je suis restée... T'es restée combien de temps à l'hôpital, finalement? 24 heures. Ah oui. Le samedi après-midi, je suis partie. Je suis retournée chez nous. On s'est couché en boule. On a débranché les téléphones. OK? Parce que dans ce temps-là, on avait encore des téléphones. Des téléphones à ligne dure. Après ça, je suis pas sortie pendant 2 semaines, à peu près, de chez moi. Tout le monde venait chez moi, par exemple. Mon frère a pris du temps d'arrêt de sa job pour venir à Québec pendant la semaine. Ma belle-sœur qui habitait Sherbrooke dans ce temps-là est venue aussi nous rejoindre. Tout le monde venait chez moi pour comme s'occuper de nous. Mettons, ma mère partait avec mon lavage. Ma belle-mère revenait avec la soupe. Tu sais, on n'a pas fait grand-chose. Oui. Et les gens ont accepté de jouer au Scrabble avec moi parce qu'il n'y a jamais personne qui veut jouer au Scrabble avec moi. Mais là, il y a plein de gens qui ont joué au Scrabble avec moi. Je garde tous les papiers, là, anecdotes. Puis j'ai plein de cette semaine-là, j'en ai plein avec la date de gens qui ont joué au Scrabble avec moi. Mais parce que là, évidemment, t'es en arrêt de travail, là, évidemment, mais en fait, moi, ce qui m'intéresse un peu, c'est le regard des autres. Comment les gens réagissaient avec toi, sachant que ils devaient venir te visiter pour admirer ton petit bébé, mais que là, ils venaient pour te remonter le moral, tu sais. Comment tu te sentais? Ça a été dur parce que les gens ne savent pas comment réagir. Les gens ne savent pas quoi dire. Et sincèrement, là, je vais vous le dire, là, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Rien, là. À moins que tu sois passé par là, tu peux peut-être dire que tu comprends, mais il n'y a rien. Puis, tu sais, à un moment donné, moi puis le père, on s'est regardés, puis là, on a dit toutes les banalités qu'on pouvait se faire dire, là, qu'on a pensé qui étaient ridicules, là. Tu sais, on était là, une de perdue, 10 de retrouvée. Tu sais, des niaiseries de même, on se disait des niaiseries comme ça, mais tu sais,
je me suis fait dire, t'es jeune, tu vas en avoir un autre. C'est pas un gâteau que j'ai raté, là. Ouais. C'est mon bébé, là. Après ça, elle est peut-être mieux là où qu'elle est. Ah! La collègue qui m'a dit ça, là, j'ai dit, non, t'es-tu en train de me dire que ma fille est mieux morte que dans mes bras? C'est comme si tout l'accumulé, cette personne-là a ramassé. Parce que ça a été très dur. Mais à un moment donné, je me suis dit, je vais arrêter de protéger les autres de ma peine. Tu sais, je me souviens, je me suis excusée à l'infirmière parce que je scrapais son corps de travail. Parce que moi, mon bébé, il était mort. Tu sais, c'est niaiseux, là, mais j'étais rendue jusque-là. Donc, les gens venaient me voir, on essayait de parler de tout sauf de ça, puis des fois, j'en parlais, puis, tu sais, je me souviens, je me souviens que mes amis étaient tous venus un soir, puis je dis, j'ai peur, là. J'ai peur d'en avoir d'autres. J'ai peur de ne pas aimer le prochain enfant parce que j'ai peur de m'attacher, tu sais. Mais à ce moment-là, tu sais, c'était abstrait aussi pour toutes mes autres amies qui avaient j'étais la première, il n'y avait pas d'enfants, tu sais. Puis là, en tout cas, ça a été beaucoup de réflexions comme ça à me demander qu'est-ce que je... Puis moi, j'avais besoin d'en parler, par exemple. Là. Puis, tu sais, je veux dire, ça fait 15 ans que je suis ici, là. Fait qu'on s'entend que j'ai encore besoin d'en parler, là. Mais pour moi, c'était important. Puis le père, lui, il n'avait pas tant besoin d'en parler. Mais il m'écoutait, puis moi, j'écoutais, je respectais son silence. Fait que, tu sais, ça a été donnant-donnant de ce côté-là. Mm-hmm. Mais c'est ce qui est important, en fait, là. Parce que, tu sais, je disais toujours, la seule personne qui peut me comprendre dans le deuil de Marie, bien, c'est lui, parce que c'est le père. Mm-hmm. Mais encore là, on avait une différence de relation avec l'enfant. Tu sais, moi, elle était dans mon ventre, là. Moi, je la sentais bouger, puis je l'attendais. Tu sais, lui, il sait quand il arrivait de travailler, là, elle le sentait, puis elle était tu le sens que les mouvements sont différents, elle est réveillée, elle l'entend, il parle. C'était autre chose, mais c'est ça, c'est tous ces petits... C'est comme si toi, c'est plus intime, c'est plus tangible aussi. Oui, pour lui, c'était moi qui étais enceinte, mais c'est jamais tangible pour les papas tant qu'ils n'ont pas le bébé dans les bras. Oui. Donc, ça, c'était un peu différent de ce côté-là. Mais, tu sais, jamais on n'a pas ressenti la douleur de l'autre. T'sais, on a toujours respecté la façon de dealer avec le deuil de notre fille. Parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Tout le monde a son rythme, tout le monde a ses façons de se consoler, de se rattacher, d'aller mieux. Puis moi, avec le deuil, ce qui m'a toujours un petit peu dérangée, c'est que on dirait que les gens qui ne vivent pas le deuil, donc les gens autour, veulent que tu le vives vite. Mais c'est pas une course, là, puis il n'y a pas une date d'expiration, genre, dans 1 mois, ce sera terminé, tu sais. Il faut prendre le temps de le vivre. Oui, puis, tu sais, un deuil d'un bébé, comme une fausse couche, un bébé naissant, un bébé qui est décédé dans la première année de vie, c'est ça qu'on appelle un deuil périnatal. Ben, c'est pas juste le deuil de l'enfant, mais c'est le deuil du futur. C'est le deuil du futur. T'sais, moi, je le savais là, qu'à l'été, on était supposé avoir nos vacances ensemble. Après ça, on va faire ça. Après ça, on va s'acheter une maison, on va changer de place. Mais tout ça a été retardé. On a arrêté. Je suis retournée à travailler dans le milieu de l'été parce que, ben, avec le RQAP qui commençait en même temps dans ce temps-là, là, le RQAP étant le régime parental d'assurance québécois, quelque chose comme ça, là, c'est ça. Dans ces eaux-là. L'assurance parentale, on va dire. Oui. Puis, ben, j'avais le droit à l'assurance, la première partie qui était le congé de maternité, parce que j'avais accouché. Mais j'avais pas le droit au congé parental. Le parental, donc parce que j'avais pas d'enfant. Mais je recommençais à travailler avant la fin du 18 semaines que j'avais droit, là, parce que je me suis dit, je suis mieux de me remettre dans le bain, parce que je finissais toujours pour arriver dans sa chambre. Fait que là, à un moment donné, il faut que je me sorte de cette torpeur-là un peu. Donc, j'ai décidé de recommencer à travailler. Tu sais, en bout de ligne, est-ce que vous avez su qu'est-ce qui était arrivé? Je me souviens pas d'avoir eu une conversée, des papiers ou des informations vraiment très, très claires, à part que mon médecin m'a dit elle était parfaite, elle était en parfaite santé, tout allait bien. Donc là, ben, on a lancé la série de rencontres avec une hématologue.
Et là, je les appelais mes vampires parce qu'ils m'ont tellement pris de sang pour faire des tests. Et pendant qu'ils me faisaient tous les tests, je suis tombée enceinte. Donc là, ça faussait tous les tests. Ça faisait 3 mois et demi que j'avais accouché de Marie. Puis t'es retombée enceinte. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête quand t'es retombée enceinte? Ah, j'ai tellement eu peur, là. J'ai tellement eu peur, là. Là, j'étais là, si je le dis pas à personne. Après ça, je me suis dit, Ils vont s'en rendre compte éventuellement. C'est ça. Puis en même temps, tu sais, il y en a la fâcheuse habitude de dire, je peux le dire après 12 semaines parce que là, c'est safe. Et moi, là, je vais vous dire que après ça, là, à toutes les filles qui disaient, là, je peux le dire, puis j'étais, ben oui, c'est ça. Moi, j'ai pas attendu à 39 semaines, puis c'est arrivé pareil. Tu sais, j'ai eu des moments de colère? Oui, de colère, là. Cette colère-là, là, ça. Waouh! C'était quelque chose. C'était vraiment quelque chose. Mais c'est parce qu'en même temps, ça devait être tellement difficile parce que tout te remettait d'en face. Je veux dire, des bébés, il y en a partout, là. Tu peux pas arrêter de vivre, tu peux pas arrêter d'aller sur les réseaux sociaux, arrêter de sortir, Il y en a partout, puis c'est quasiment des attaques personnelles. Puis je veux dire, oui, mais Facebook commençait, OK, cet été-là, je me suis inscrite à Facebook. Toutes mes amies du secondaire étaient en photo qu'un bébé, on aurait dit. Tout le monde que je connaissais avait leur photo de profil avec leur bébé naissant. Puis j'étais là, voyons, ça a été dur de le voir, de l'avoir en face. Ce qui était difficile aussi, c'est aller au centre d'achat, faire mon épicerie, voir des femmes enceintes. Puis je me raidissais, là. Tu sais, j'étais rendue là. C'était physique. Ah oui, là, j'avais une réaction, j'étais pas bien. Et puis, je vais toujours me souvenir que son père à Marie m'a dit, tu sais, Catherine, on le sait pas ce qui s'est passé dans la vie de ces personnes-là. Peut-être que la madame qui est là, c'est sa 4e fausse couche, puis elle est contente de se prendre avec sa bédaine parce qu'elle est à la fin de sa grossesse. Peut-être que ça fait 3 ans qu'elle est en infertilité, puis qu'elle essaye, puis là, elle est enfin contente, puis j'ai fait « Wow! » Et ça m'a fait décrocher. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que c'est ça qu'en fait qui m'a permis de comprendre que mon deuil, c'était mon drame, puis la personne d'à côté, c'était son drame. Parce que, tu sais, mettons, j'avais des gens qui me disaient « mais moi, c'était juste une fausse couche. » Puis j'étais « Non. C'est pas juste une fausse couche. Tu l'as vécu pareil. C'est ton drame. Puis moi, que je l'ai perdu à 39 semaines, ça t'enlève rien. Ça a été long avant que j'en vienne à ça. Je me sentais jamais tout à fait bien de parler à des filles qui avaient fait des fausses couches parce que je me disais peut-être qu'elles vont se comparer, tu sais. Mais quand j'ai fini par comprendre, j'ai été capable de l'expliquer aux personnes puis de relativiser. Mais peut-on revenir au moment où t'es enceinte? Oui. Qu'est-ce... Oh, écoutez, là... Soulagement ou terreur? Ou qu'est-ce qui se passe? Soulagement parce que, finalement, je suis pas infertile. Parce que, tu sais, ça te passe dans la tête, là. Oui, après ça, peut-être que c'était la seule fois dans ma vie que j'allais pouvoir être enceinte. L'hématologue, le médecin, tout le monde m'a dit, OK, là, on ne sait pas exactement ce que tu as. On ne peut pas passer tous les tests. On pense que tu as un anticorps qui aurait créé un manque de protéines dans mon sang qui aurait causé un décollement placentaire. Mais, genre, à petit... C'est comme si ça avait décollé tranquillement, puis à un moment donné, elle a arrêté d'être nourrie. Dans le fond, elle a arrêté d'être oxygénée parce que là, ça l'a arrêté. C'est la seule explication encore qu'on a officielle. Est-ce que, donc, pour cette grossesse-là, sachant l'hypothèse pour le décès de Marie, est-ce que tu as eu un suivi de grossesse différent? Est-ce que tu as été suivie de plus près? Oui, j'ai été suivie de plus près et on m'a donné des injections à me faire pour s'assurer que ça ne refait pas. Okay. On ne le sait pas si c'est ça, mais au cas où, tu vas t'injecter de l'anticoagulant tous les jours pour être sûr qu'il n'y a pas de caillots qui se reforment dans ton placenta. Tu faisais ça toi-même chez vous, là? Oui, dans le ventre. Donc, on prenait une petite pincée puis des petites aiguilles de diabétique, là. Ouais. Donc, je m'injectais ça. Tu sais, les belles photos de femmes enceintes qui prennent des photos, ben moi, je pouvais pas parce que des fois, tu pognes une veine, fait que j'avais un gros bleu. Fait que t'as porté des chandails longs. Oui, c'est ça, exactement. C'était les crop tops, c'était pas populaire de toute façon. Mais donc, j'ai fait ça pendant toute la grossesse. Puis, mon médecin, là, il m'a pas dit... C'est sûr à 100% que ça va aller pour cette grossesse-là. Il m'a pas dit, je te le promets, mais il dit, t'étais rendu une fois à terme. Il dit, je vois pas pourquoi on s'en rendrait pas à terme.
Puis, sachant que tout était plus stressant vers la fin, ils dit, on ne se rendra pas à 39 semaines. Oh! Donc, j'ai accouché de Félix à 37 semaines, 3. Planifié? Oui. Ils t'ont fait une césarienne planifiée? Non, j'ai pas eu une césarienne, j'ai été provoquée. OK. J'ai été provoquée, puis il fallait que j'arrête l'anticoagulant avant. Fait que dans les semaines avant, on commençait à réduire les injections. Genre, je faisais des injections qui duraient moins longtemps. Comme ça, on peut arrêter parce que si je coagule pas puis je me mets à saigner... Oui, c'est pas l'idéal quand on accouche. Là. Donc, il fallait que j'arrête ça. Puis je l'ai vu la semaine avant les 1 an de Marie. OK? Puis là, on trouvait pas le cœur, moi puis le médecin. Là, je l'ai regardé, je dis, le docteur Carrier, là, je suis capable. Pas, là. Je suis plus capable. Il m'a serré le bras puis il a dit, on va faire ça la semaine prochaine. Mais il avait fini par trouver le cœur, là. T'as pas laissé partir une semaine sans savoir. Fait que là, j'ai dit, OK, mais on fait pas ça le 10, là. Il dit, non, inquiète-toi pas, tu rentreras le 11. OK. Donc, j'ai accouché de Félix le 12 mars. Alors que Marie, c'était le 10. Oui. Et quasiment 1 an, jour pour jour. Oui, ils ont 1 an et 2 jours de différence. J'ai revécu la deuxième grossesse dans les mêmes eaux que la première grossesse. J'ai passé mon écho dans le coin de l'Halloween. J'ai passé de 20 semaines. J'ai tous des petits détails que j'étais encore enceinte à Noël. Ouais. Tout était un peu pareil. Là, et là, Félix est dans tes bras. Oui. Tout beau. Oui. Bien, il y a eu une sortie rapide. J'accouche vraiment très bien. Donc, lui, quand il est sorti, il a avalé toute la tasse. Liquide amniotique et compagnie. Et l'infirmière qui est venue faire la nuit, le dîner de souper de nuit de mon infirmière de nuit, c'était Madeleine. Oh, ben là! Elle devait être tellement contente de te revoir. Moi, je l'ai vue, j'avais pas mes lunettes, j'avais ses grands cheveux blancs. Je disais, est-ce que c'est Madeleine? Puis là, elle s'est retournée, elle dit, oui, je sais pas si vous me rappelez. Elle était là, oh oui! Puis elle s'est approchée. Puis quand j'ai eu Félix, c'est passé, j'ai dit, venez voir Madeleine, là, j'ai accouché, j'ai Félix, tu sais. Puis là, c'est elle qui s'est rendue compte qu'il se passait quelque chose parce qu'il y avait beaucoup d'aspiration. Puis elle est partie avec en néonatalité, là. Mais après ça, tout s'est bien passé. Là, on est sortis, mais ça a pris plus de temps, là, mais... oui, donc c'est Est-ce que Lévi était là aussi? Lévi m'a appelé le 10. Wow! Il a tout fait pour faire changer son horaire, mais quand je suis rentrée pour accoucher, lui, il avait switché son chiffre en se disant, tu vas pas accoucher dans la nuit, là, ça va aller au lendemain matin. Fait qu'il a changé son chiffre pour être là le lendemain matin, mais j'avais déjà accouché. J'ai accouché comme à 4h16. Juste avant qu'il rentre travailler. Exactement. Mais ils sont venus me voir pareil là, à l'île des naissances. C'était vraiment le fun de voir que, tu sais, moi, ils font partie de mon histoire, là, mais je suis pas juste une personne qui est passée dans le... Dans leur chiffre. Là. C'est ça, exactement. Wow! Et là, après, ton autre bébé? Oui, là, tu vois, là, avant que je tombe enceinte de ma dernière, l'hématologue a dit, là, tu viens me voir 6 mois avant de penser de tomber enceinte. On va refaire les tests, mais on va s'assurer que c'est correct. Puis là, ça a ressorti que c'était vraiment la bonne affaire qu'ils avaient fait de me donner les injections. Donc, j'ai refait les injections pour la grossesse d'Anne-Sophie. Et puis... Tout a bien été, oui. Wow, Catherine, merci tellement là, de nous avoir partagé ton histoire puis l'histoire de Marie parce que je le sais qu'elle est encore très présente dans ta vie. Je sais qu'elle fait partie de ta famille et j'aime beaucoup l'anecdote que tu m'as racontée où quand tes enfants se chicanent, peux-tu la raconter s'il te plaît? Quand les enfants étaient plus petits, ils se chicanaient des fois à savoir avec qui Marie serait plus amie des deux. Vu qu'on était 2 gars, 2 filles à la maison, mais on gagnait tous les combats de filles contre gars parce qu'on avait Marie de notre bord. Là. Ah, c'est bon, oui, ça! Oui, donc même si elle n'était pas là, elle était là. On s'est déjà demandé si Marie allait être... en tout cas, aurait pu être... elle aurait-tu été lesbienne? Qu'est-ce qu'elle aurait préféré? Elle aurait-tu été grande comme moi? Elle aurait-tu eu les yeux pâles comme son frère et sa sœur? Est-ce que... Tu sais, c'est tous des petits détails que on s'est tous demandé ça ensemble. On a souvent parlé, puis pour eux, c'est normal. Là. Tu sais, c'est juste normal. Puis, tu sais, même mon fils en parlait à sa garderie, puis un petit garçon, je m'en souviendrai toujours. Là. Il était déguisé en super-héros cette journée-là, ou en tout cas, il se faisait un super-héros, puis il dit, moi, Félix, je vais aller dans le ciel, puis je vais démourir ta sœur. Florent a dit ça et pour moi, c'est marqué... Tu sais, c'est tellement beau
c'est tellement juste parfait. Puis, tu sais, le monde j'allais dire à l'école, mais à la garderie, se souvenait, tu sais, savait. Les éducatrices savaient, la directrice savait. Donc, tu sais, c'était vraiment juste normal, là. Fait que pour moi, c'est toujours normal. J'en ai parlé beaucoup dans ma vie, puis c'est important. Puis des fois, on peut se dire, « Hey, là, ça fait 15 ans, tu sais. » Je me souviens, là, j'allais à un groupe de rencontres qui s'appelle les Perséides à Québec, puis il y avait un couple qui était venu, puis leur garçon, ça faisait 3 ans qu'il était décédé. Puis on s'est regardé, puis on s'est dit, « Hey, on va-tu être comme ça encore dans 3 ans, tu sais. » Mais ils venaient pas à toutes les rencontres, mais ils venaient à de temps en temps des trucs qui les touchaient ou dans les coins d'anniversaire de leur fils. Maintenant, je les comprends. Je les comprends parce que Marie fait partie de ma vie au complet, là. Qu'elle soit là ou qu'elle soit pas là, elle fait partie de ma vie. Puis, tu sais, on s'entend que peut-être je serais pas retombée enceinte tout de suite de Félix. Peut-être que j'aurais pas eu de 3e enfant. Tu sais, toute cette notion-là, mes enfants sont aussi conscients de ça. Parce que des fois, ils ont souvent essayé de, tu sais, « Ah, ben toi, peut-être que tu serais pas là si on avait eu Marie. » Puis je fais, peut-être que toi non plus, tu serais pas là si on avait eu Marie. Fait que, tu sais, c'est la réalité, c'est ça. Tu sais, on le sait pas ce qu'on aurait fait. Fait que j'en parle parce que j'aide des gens quand j'en parle. J'en parle parce que le deuil périnatal, c'est un tabou. Au départ, là, j'en ai parlé beaucoup parce que j'étais en colère. Oui. Parce que j'avais besoin de choquer les gens. J'avais besoin de sentir que ça les faisait réagir, que Marie était décédée, puis qu'ils comprennent. Puis je me suis retenue à tous les accouchements de mes amis, là, pour dire après, t'imagines-tu pas l'avoir maintenant? Tu sais, c'est épouvantable, là, mais ma colère était comme ça à ce moment-là. Mais puis tu vois que tu dis cette phrase-là, on dirait que ça me percute énormément parce que non, je peux pas imaginer. Je ne peux pas imaginer ce que tu as vécu. Mais tu vois, à travers tout ça, je trouve qu'il y a quand même du beau parce qu'elle est encore tellement présente, elle est encore tellement vivante, puis elle fait partie intégrante de votre famille. Qu'est-ce qui t'a aidé à vivre ton deuil? Ce qui m'a aidé d'en parler et aussi de chercher les histoires des autres. Puis c'est un peu pour ça que j'en parle quand je parle de Marie, parce que moi, là, j'ai googlé 1000 fois. Là. J'ai perdu ma fille, perdu mon bébé à la naissance, pour essayer de trouver. Je suis tombée sur un forum qui s'appelait « Les petits anges au paradis ». Dans ce temps-là, vu que Facebook n'existait pas, ben, c'était un forum. Je suis encore abonnée à ce forum-là. De temps en temps, je reçois des updates, mais j'ai pas rien de... Tu sais, j'écris plus. Maintenant, c'est rendu sur Facebook. Je les suis sur Facebook. Et des fois, en tant que vieille, je vais rassurer des plus jeunes. Puis c'est autant des Québécoises que des Françaises qui racontent leurs histoires, qui ont besoin. Puis quand les filles arrivent sur ce forum-là, c'est tout le temps, j'ai besoin de savoir que je suis pas toute seule. On a besoin de savoir que ça se peut pas que ça arrive juste à nous. Tu sais, nous, on se disait en 2007, on peut pas croire que ça arrive encore en 2007. On est en 2022. Ça arrive encore. Puis, on a beau penser que ça arrive plus, mais ça arrive encore. Donc, le besoin, c'est un besoin de savoir qu'on n'est pas tout seul. Je pense que c'est humain, là. On veut connaître d'autres histoires. Bon, c'est pas nécessairement la meilleure des affaires de connaître tout ce qui peut se passer mal dans une grossesse. D'habitude, je suis un peu plus discrète, mettons, avec les mamans enceintes. Je fais pas exprès. Ils connaissent déjà mon histoire, ils la connaissent, mais je commence pas avec ça. Mais oui, je pense que c'est d'être là. Puis c'est ce que je dis aussi aux gens quand ils me le demandent, là, c'est de quoi faire devant une personne qui vit ce deuil-là. C'est d'écouter, c'est d'offrir son épaule. C'est de juste écouter puis de rien dire parce qu'il n'y a jamais rien qui va être égal à ça. T'sais. Puis même moi, quand ça m'arrive, si je rencontre quelqu'un à qui ça arrive, oui, je peux les comprendre, mais c'est pas la même histoire. Donc, même moi, j'hésiterais peut-être à dire « je te comprends ». Donc, juste écouter. Merci énormément. Ça fait plaisir. Si vous avez besoin de ressources pour vous aider à traverser un deuil périnatal, on a mis des liens d'organismes qui peuvent vous aider en note de l'épisode.
l'animation, moi-même, Gabrielle Caron. À la réalisation et au montage, Anne-Sophie Carpentier. Un grand merci à ma gérante Christine Blais pour son aide. J'ai fait un humain est une production de Cube Radio.